Nouvelles héroïnes. Salut toi, c'est Céline. Aujourd'hui, je te propose un épisode du podcast Des ailes au talent, porté par la Fondation Bettencourt-Schuller. Ce n'est pas moi qui raconte cette fois-ci. L'épisode est le portrait d'une chercheuse, Myriam Bagdadi, par une écrivaine, Anne Akrich. Myriam est chercheuse en biologie cellulaire à l'Institut Necker Enfants Malades à Paris. Elle étudie des cellules incroyables qui se trouvent dans nos intestins. Oui, c'est un peu bizarre à dire comme ça, mais grâce à ces cellules, elle essaie de sauver des bébés très fragiles qui naissent beaucoup trop tôt. Ces cellules, qu'elle appelle les cellules souches, sont vraiment des super héroïnes. Mais Myriam, ce n'est pas qu'une scientifique brillante. C'est aussi une maman, une fille d'immigrés originaires du Maroc, une femme qui n'a jamais abandonné ses rêves, même quand c'était difficile. Prête à entendre son histoire ? Tu vas voir, c'est passionnant et inspirant. C'est parti, bonne écoute. Nouvelles héroïnes. Je vous propose de partir à la rencontre de chercheuses et de chercheurs français dont l'audace repousse chaque jour les frontières du savoir. Des ailes au talent, c'est une série de portraits de femmes et d'hommes qui portent les sciences de la vie vers l'avenir et dont le parcours mérite d'être raconté. Des portraits littéraires, car nous avons choisi de confier leurs récits à des écrivaines et écrivains. Chaque épisode de ce podcast est donc le fruit d'une rencontre entre un esprit scientifique et une plume. L'autrice que vous allez entendre dans cet épisode, c'est Anne Akrich. Elle tire le portrait de la chercheuse en biologie cellulaire, Myriam Bagdadi. Vous écoutez la 4e saison des ailes au talent. Soyez les bienvenus. Le travelling est affaire de morale, disait Godard. Et cette formule pourrait aussi bien s'appliquer à l'écriture d'un portrait. Il n'y a pas de bonne manière de regarder quelqu'un. Le choix du cadre, la distance, le mouvement, tout y est hautement inflammable. Il faut commencer par choisir un angle de vue, un angle d'attaque, un angle mort, le point où l'on se place pour regarder. On avance, on recule, on panote sur les origines, on zoome sur un tic de langage ou un rire, et chaque mouvement en dit autant sur le portraitiste que sur la personne regardée. Alors comment écrire Myriam Bagdadi? D'où filmer une chercheuse qui parle aussi bien de ses cellules souches que de ses origines marocaines, de la banlieue parisienne que des laboratoires de Toronto, de l'intime que du politique. Quelle focale adopter pour saisir cette trajectoire d'exception? Caméra subjective pour suivre ses pas de Noisy-le-Grand au couloir de Necker? Gros plan affectif sur cette mère de 2 enfants qui cultive tendrement ses petits organoïdes? Faut-il montrer les prix soigneusement rangés dans l'armoire vitrée de son bureau? Le prix Jeune Talent France 2024 de la Fondation L'Oréal UNESCO, le prix des jeunes chercheurs de la Société française de biologie cellulaire 2024 et le dernier en date, la dotation ATIP Avenir, soutenue par la Fondation Bettencourt-Schuller, pour ses travaux sur les propriétés mécaniques de la niche des cellules souches intestinales, et leur rôle au cours du développement embryonnaire et dans les maladies. Ou faut-il s'attarder sur les photos de ces 2 enfants? En somme, comment ne pas figer dans des cases commodes? La femme issue de l'immigration qui a réussi, la mère scientifique, l'exception qui confirme la règle. Car Myriam Bagdadi résiste aux catégories simples. Et son portrait ne peut qu'être serpentin. Suivons donc les tuyaux qui courent au plafond comme des veines métalliques dans le bâtiment de verre et d'acier de l'Institut Necker. On est dans un bâtiment d'un style industriel. C'était voulu par l'architecte. Donc moi, je trouve ce bâtiment très beau. On voit les tuyaux et les fils sur les plafonds avec des petites grilles. Moi, j'adore ce style. Ce laboratoire qu'elle a ouvert en mars dernier, en rentrant de son congé maternité, porte encore l'odeur du neuf. Le terme exact, c'est responsable de laboratoire. Donc, ça veut dire que j'ai une équipe de recherche sur une thématique que j'ai mis en place
Et l'idée, c'est qu'avec une équipe d'ingénieurs de recherche, de techniciens, d'étudiants, de post-doc, on travaille tous ensemble sur cet axe qui est bien défini. Après, sur différents angles. Mais avant ce poste en forme de consécration, son histoire commence au Maroc. Je suis née au Maroc et je suis arrivée en France à l'âge de 3 ans avec ma mère et ma sœur. On avait toutes les 3. On est d'un milieu social qui est, on va dire, assez ouvrier. Ma mère a travaillé comme femme de ménage, puis comme nounou, pardon. Puis à l'école, à la crèche, puis à l'école, en tant qu'ATSEM. Myriam grandit à Noisy-le-Grand, nourrie aux promesses de l'école publique. Toute ma scolarité dans le public, boursière, toujours. La nationalité française, elle l'obtient en 2015 quand elle a déjà 27 ans. Jour très important pour nous, parce que ça nous a vraiment facilité énormément la vie d'avoir la nationalité française. Déjà, pouvoir se sentir... pouvoir appartenir dans le pays dans lequel on a grandi, parce que je suis arrivée à l'âge de 3 ans, et aujourd'hui j'en ai 37. La France, c'est là où j'ai fait ma vie, c'est là où j'ai rencontré mon mari, c'est là où sont nés mes enfants. Et puis, clairement, pour le travail, le voyage, etc., c'est quand même... La nationalité française, c'est un vrai plus. Le déclic scientifique arrive en 2e année de faculté, presque par hasard. J'ai fait un stage en laboratoire, comme ça, l'été. 1 mois, je voulais voir ce que ça donnait. Et ça a été un déclic, quoi. Je me suis dit, ah ouais, c'est ça que je veux faire. Elle abandonne alors ses rêves de médecine pour se tourner vers la recherche. Parcours classique de l'excellence républicaine, Bac S, licence biomédicale à Paris-Descartes, master en biologie moléculaire spécialisé en cellules souches et cancer à l'université Pierre et Marie Curie, puis le doctorat à Pasteur sur les maladies du muscle squelettique. Ensuite, le Canada, l'hôpital des enfants malades de Toronto, où elle découvre sa spécialité, les maladies intestinales chez les enfants, et ces fameuses cellules souches. Comment traduire la passion de Myriam pour ces super-héros cellulaires sans trahir la complexité de son travail ? Les cellules souches, on en a dans plusieurs de nos organes. C'est ce qui permet à l'organe, en fait, de se régénérer en cas de blessure. L'intestin, explique-t-elle avec une passion intacte, n'attend même pas d'être blessé pour se renouveler. Il le fait constamment, agressé qu'il est par le passage de la nourriture, l'acidité, les bactéries. On considère qu'en 3-4 jours, tout votre intestin est renouvelé. Donc tous les 3-4 jours, c'est comme si vous aviez un nouvel intestin. Et du coup, cette capacité régénératrice, vraiment, moi, je trouve ça fascinant. J'ai l'impression que et ça, c'est dû aux cellules souches, que moi, j'aime bien appeler des super-héros. Mais chez certains bébés prématurés, le mécanisme se grippe. C'est l'entérocolite nécrosante, une maladie qui touche les grands prématurés, nés avant 32 semaines. Une partie de leur intestin nécrose, puis meurt. Pourquoi ? C'est ce qu'elle cherche à comprendre. Dans son laboratoire, elle cultive ce qu'elle appelle tendrement ces petits organoïdes, des mini-intestins reconstitués en éprouvettes qui récapitulent la structure de l'organe réel. Nous, nos cellules souches, on ne les cultive pas toutes seules. En fait, nous, on crée ce qu'on appelle des organoïdes, des mini-intestins en culture. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller prendre un petit morceau d'intestin, on va le triturer et on va mettre en culture ce petit morceau d'intestin et ça va s'organiser tout seul en une structure en 3D qui en fait récapitule l'intestin dans le corps. Mais ça, on l'a dans notre boîte de pétri. Donc on appelle ça des mini-intestins. Et donc nous, on l'étudie en fait les cellules souches dans cette structure-là. Et c'est vrai, on les chouchoute quoi. On dit oh, mes petits organoïdes, comment ça va ? On essaie de leur parler pour que ça. Toute notre recherche dépend de ça. Donc il faut vraiment qu'on s'en occupe très bien. Donc là, oui, c'est vrai qu'on a ce rapport un peu de tendresse avec nos organoïdes parce qu'il faut qu'ils survivent. Voilà donc l'enjeu des travaux de son laboratoire. Pour y arriver, il a fallu vaincre plusieurs obstacles, à commencer par ce syndrome de l'imposteur qu'elle connaît intimement. On a toujours ça, hein, surtout quand on est une femme, je pense qu'on a un peu l'impression que c'est jamais assez. Mais elle transforme ce syndrome en moteur, en émerveillement quotidien. Il n'y a pas un matin où je me suis réveillée et je me suis ennuyée au travail. Pas une seule fois, parce que pendant qu'on essaie de répondre à une hypothèse, on peut avoir des résultats qui nous emmènent complètement ailleurs. Parce qu'on a une hypothèse, mais le but c'est de la valider ou de l'annuler.
Et donc nos expériences peuvent nous emmener à 90 degrés, 180 degrés. Et moi, c'est ça que j'aime, c'est que je ne sais pas de quoi demain sera fait au niveau de nos expériences. Ce parcours vers l'excellence, elle ne l'a pas mené seule. 3 mentors l'ont guidée. Charagim Taïjabash, à l'Institut Pasteur Paris, lui a donné les fondations. Taïri Kim, au Canada, l'a fait mûrir. Et surtout, Daniela Matic-Vignievich, qui a rendu le rêve tangible. Cette dernière lui a montré qu'on pouvait être scientifique de haut niveau et mère, et avoir une vie normale. Quand je suis rentrée en France, j'ai rejoint le laboratoire de Daniela à l'Institut Curie, et elle, pour le coup, elle est responsable de laboratoire depuis maintenant, je crois, presque 20 ans. Et c'est elle qui m'a vraiment poussée, qui m'a dit « mais si tu peux y arriver, vas-y ». Je lui dis « oui, mais moi là j'ai envie d'avoir des enfants ». Et alors, vas-y, fais tes enfants et en parallèle, tu regardes s'il y a des positions qui s'ouvrent à Paris, mais tu as le potentiel, il faut que tu le fasses. Car être femme en sciences, c'est du sport de haut niveau. Les statistiques sont implacables. Jusqu'au post-doctorat, autant de filles que de garçons. Puis les courbes se séparent brutalement. Les hommes continuent leur ascension, les femmes stagnent ou partent. L'arrivée du premier enfant, c'est ce qui casse les carrières des femmes dans la science. Un mari auto-entrepreneur qui module ses horaires et une mère présente. Pas de recette miracle, juste de la débrouillardise et de la solidarité. Avoir un enfant et mener une carrière, c'est pas facile. Je pense qu'il faut pas mentir et dire oui, vous pouvez le faire, c'est facile. On peut le faire, oui, mais c'est pas facile. Il faut une structure qui est très aidante. Elle a aussi mené ses petites révolutions concrètes, comme demander un espace d'allaitement au travail. Si on n'en parle pas, on se dit « ah, il n'y a pas d'endroit pour allaiter, donc j'allaite pas », mais il n'y en aura jamais. Et en fait, le fait que moi, j'ai demandé, j'ai exprimé un besoin qui est naturel et légal au passage. Derrière, il y a d'autres filles qui ont demandé la même chose, et maintenant, ils sont en train de faire des travaux pour nous mettre une salle d'allaitement. Cette conscience d'être un modèle l'interroge. Elle porte plusieurs identités. Femme, mère, issue de l'immigration populaire, et assume certaines plus facilement que d'autres. Il y a de l'intersection entre d'abord être une femme, être une mère, venir d'un certain milieu social et d'une origine. C'est plus facile pour moi d'assumer mon rôle de femme et de mère que d'assumer mon rôle de personne qui vient pas de ce milieu. En fait, le social et l'origine, pour moi, c'est un peu plus difficile. Parce que j'ai un peu peur qu'on m'utilise comme ah bah vous voyez, elle s'en est sortie, donc vous aussi vous pouvez le faire. Mais elle agit concrètement. Dans sa ville de Nanterre, elle va dans les collèges raconter son métier. Dans son laboratoire, elle n'a recruté que des femmes. Le fait d'être là, c'est suffisant. Vous vous rendez même pas compte le pouvoir d'être là. Juste de là et de leur dire c'est possible, ça suffit. Quand je lui demande ce qu'elle voudrait qu'on retienne de ce portrait, elle n'hésite pas. J'aimerais bien qu'on le clôture sur un message que je voudrais envoyer à toutes les jeunes filles, peu importe leur milieu social, et encore plus quand elles viennent de certains milieux sociaux, c'est de leur dire qu'elles ont le droit d'être là, qu'elles n'ont rien volé à personne, et qu'elles peuvent le faire. Il n'y a pas de limite à leurs rêves. Les limites, c'est elles qui se le mettent. Je veux pas que les femmes me voient comme un peu ah ouais, mais c'est une superwoman, elle peut tout faire. Enfin, c'est un mythe. J'arrive pas à tout faire bien. Je fais du mieux que je peux, mais c'est possible. Je suis très fière et j'ai travaillé très dur pour en arriver là. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Je pense que j'en ferai encore. Et ouais, vraiment, j'en suis très fière. Pour ma part, si je devais retenir une chose de notre rencontre, c'est cette formule lancée en parlant des qualités essentielles du chercheur, l'obstination raisonnée. En fait, il faut une obstination, mais est-ce que ça existe, l'obstination raisonnée ? C'est vous qui l'inventez. En fait, je pense qu'il faut être obstiné parce que on peut pas baisser les bras après 1 ou 2 échecs. Mais on ne peut pas continuer encore et encore dans la même direction. Donc, si je vous reprends l'expérience des cellules qui meurent, si les cellules meurent, je ne peux pas continuer à faire mon expérience de la même manière encore et encore. Il faut changer un paramètre. Il faut encore changer un autre paramètre. Il faut pouvoir changer plein de paramètres jusqu'à ce que ça fonctionne. Donc, il faut être obstiné, mais pas toujours faut pas faire toujours la même erreur. Donc ça, j'ai l'obstination raisonnée.
Cette obstination raisonnée pourrait tout aussi bien s'appliquer au travail de l'écrivain et du portraitiste. Ai-je su éviter tous les pièges ? Certainement pas. Ai-je su garder la bonne distance, le bon cadrage ? Godard encore. Ce n'est pas une image juste, c'est juste une image. Et ceci est juste un portrait qui aura essayé de restituer la chose fugitive qui entoure Meryem Bagdadi. C'était le portrait de la chercheuse en biologie cellulaire Meryem Bagdadi. Un texte écrit et lu par Anne Akrich. Des ailes au talent est un podcast de la Fondation Bettencourt-Schuller réalisé par Radio France Studio en collaboration avec les éditions Gallimard.